Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio depuis ma ferme à la montagne. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo ici, parce qu'en fait j'étais très occupé chaque fois que je viens à la montagne, et j'y suis toutes les semaines, sur les préparations du potager pour l'été, etc. Je vous ferai peut-être un petit topo du jardin demain matin. Je voulais vous parler aujourd'hui de la situation en Corée. Alors, j'ai déjà fait une longue vidéo sur en fait, les risques et les situations liées à la Corée du Nord. Je vais la mettre en lien ici en bas si vous ne l'avez pas vue. Je vous encourage d'ailleurs à toujours aller voir la liste de mes anciennes vidéos. La plupart restent extrêmement, j'espère pertinentes, mais en tout cas elles restent actuelles. Et donc je vous encourage à aller les voir. Non, simplement, comme vous l'avez vu, en fait, depuis très très longtemps, les tensions entre la Corée du Nord, la Corée du Sud et donc le suzerain de la Corée du Sud et du Japon, qui est les États-Unis, vont par cycle, c'est-à-dire un cycle de tension, où la Corée du Nord montre qu'elle est belliqueuse, généralement depuis une vingtaine d'années, c'est en montrant qu'elle a fait des avancées, des percées dans son programme d'armement chimique, mais surtout nucléaire, et avec les vecteurs de ces armes nucléaires, que sont en général des missiles balistiques, avec des portées de plus en plus grandes, et en tout cas un fonctionnement qui a l'air voilà, d'être de moins en moins aléatoire. À tel point qu'ils exportent d'ailleurs leur technologie comme étant une source de revenus pour la République de Corée du Nord. Et Corée du Nord, en minuscule, puisque pour les Coréens du Nord, la Corée est unique, une et indivisible. Donc ils sont toujours en armistice avec la Corée du Sud, avec la République de Corée donc, mais dans leur optique, le, le- ils sont pour la réunification comme étant une chose évidente à long terme. Bref, c'est pas ça dont je voulais parler, mais vous voyez que en fait ces tensions, ces cycles de tensions de la Corée du Nord lui permettent d'obtenir régulièrement des aides des Nations Unies, des États-Unis, sous forme d'aliments, sous forme de crédits pour pouvoir acheter de la nourriture ou des biens essentiels, des biens énergétiques, etc. Il faut savoir que la Corée du Nord a également pas mal de réserves de terres rares. L'essentiel des terres rares sont plutôt en Chine, mais il y en a un petit peu, quelques gisements en Corée du Nord, donc, et ces terres rares sont absolument indispensables pour les électroniques modernes aujourd'hui, et nous sommes en phase de pénurie très avancée de ces métaux. Alors, la situation aujourd'hui, c'est que nous avons vu depuis un mois un volte-face très impressionnant de l'administration Trump. Alors, très impossible d'ailleurs de savoir exactement ce qui se passe. Est-ce qu'il a plié sous les forces de l'État profond? Est-ce qu'il est en train de jouer un jeu très habile, dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, parce que nous ne sommes pas dans le secret des dieux? Et donc, en tout cas, il y a un discours de fermeté de la part du gouvernement américain face à la Corée du Nord, qui a fait quelques exercices récemment, notamment le tir d'un missile d'ailleurs qui a raté, mais enfin aussi un déploiement de force et surtout un discours très belliqueux également. Euh, donc nous avons l'administration Trump qui a, comme on dit en anglais, saber rattling, c'est-à-dire elle a fait bouger ses sabres. Et donc c'est une expression pour dire que voilà, elle est en train de montrer une sorte de fermeté. Et notamment, il faut savoir qu'en janvier, tous les porte-avions américains, c'est quelque chose qui est rarissime, tous les porte-avions américains qui sont une des forces de projection donc de la puissance américaine, et dont une certaine partie sont toujours en déplacement à travers le monde pour asseoir leur dominance et leur possibilité de frapper à peu près n'importe où très rapidement, avec une force de frappe assez puissante. Eh bien, en janvier, pour l'inauguration du président, tous les porte-avions étaient dans leur port d'attache. Donc c'est généralement Norfolk en Virginie pour les porte-avions de la flotte opérant dans l'Atlantique, mais pas toujours, hein, des fois ça peut aller jusqu'au océan Indien, ou San Diego euh, pour la flotte pacifique, donc flotte atlantique, la deuxième flotte,
deuxième flotte pour l'Atlantique, sixième flotte pour la Méditerranée, septième flotte pour l'océan Indien, et deuxième flotte pour l'océan Pacifique. Et donc, il y a eu le déploiement d'un porte-avions, donc qui encore une fois ont une force de frappe assez importante, soi-disant en direction de la Corée. Alors il a fait un tour vers les Philippines. Bon, de toute façon, on ne sait pas très bien où il est. Il y a pas mal de sites comme globalsecurity.org qui donnent, pas en temps réel, mais qui donnent approximativement où se trouvent les porte-avions américains, les forces amphibies également, et l'essentiel des forces, des escadrons, des escadrilles, pardon, d'aviation des forces armées américaines dans le monde. Et c'est toujours important de regarder ça lorsqu'on fait un peu des études de géostratégie, lorsqu'on essaie d'évaluer les risques en se disant, voilà, parce que si tout d'un coup les États-Unis disent non, non, on est très mécontent de la politique, aller au hasard et on va aller dans l'absurde, de la dictature du Zimbabwe, comme il n'y a pas de pétrole, ni de terres rares, ni de lithium, ils en ont rien à foutre hein, du Zimbabwe, ils font du tabac, bref. Et bon, une parole agressive, c'est une chose, mais s'il n'y a pas des forces armées qui sont déployées ou à proximité, de manière conséquente, hein, parce que évidemment les États-Unis ont des bombardiers qui peuvent toucher le monde entier, ils ont des missiles qui peuvent toucher également n'importe quelle cible dans le monde entier, ils ont des drones avec des rayons d'action très très longs, mais enfin, il faut une certaine puissance de feu pour faire des actions puissantes. Alors, le déploiement d'un porte-avions n'est pas en soi une force suffisante pour détruire ou pour lancer une guerre dans la péninsule de Corée. Ce ne serait pas suffisant. Alors bien sûr, les États-Unis ont des bases, notamment, alors ils ont des bases en Corée, avec plusieurs escadrilles de chasse et aussi d'attaque au sol, mais enfin pas énormément, parce qu'ils sont disons, en première ligne. Ils ont une assez forte présence au Japon. Il y a plusieurs bases de l'aviation américaine, notamment Misawa, il y a Kota. Il y a des bases des Marines, avec l'aviation des Marines. Il faut savoir que les Marines ont leur propre aviation. Il y a il y a Iwakuni et surtout la grande base de Kadena qui est sur l'île d'Okinawa, qui est assez importante. Et puis il y a aussi évidemment les bombardiers à très long rayon d'action qui peuvent partir du Texas ou de l'Arkansas, là où il y a les bases du B-2, le bombardier furtif à très long rayon d'action, mais il y a aussi la très grande base d'aviation de Guam, d'où sont basés et où sont basés régulièrement des très grands escadrons, un grand nombre d'escadrons d'ailleurs, de bombardiers B-52 ou B-1, qui sont capables de transporter, c'est pas tellement envoyer des bombes, mais c'est pour aujourd'hui ces grands bombardiers sont adaptés à transporter des missiles de croisière, donc ils peuvent s'approcher très rapidement, donc en quelques heures, s'approcher éventuellement de ce théâtre d'opération et larguer des grandes salles de missiles. Donc vous imaginez une escadrille de ces bombardiers, donc j'imagine c'est entre 12 et 16, ça dépend du nombre qui sont fonctionnels à un moment donné, mais une escadrille de bombardiers B-52, c'est entre 12 et 16 bombardiers qui chacun transportent facilement une dizaine de Tomahawk, par exemple, de missiles Tomahawk, donc qui sont des missiles de croisière, qui ont entre 800 et 1000 km de portée. Je dis ça de tête, hein. Peut-être qu'aujourd'hui ils sont un petit peu plus de portée, donc j'ai un peu les chiffres il y a une quinzaine d'années. Et donc ils sont capables de lancer des salves assez destructrices, et si on ajoute à cela les sous-marins américains, dont certains sont spécialisés dans le lancement de missiles Tomahawk, et en général ils en ont tous quelques-uns, eh bien les États-Unis sont quand même capables d'apporter une puissance de feu assez forte. Alors, si vous écoutez la vidéo que j'ai mise aussi en bas, je décris un petit peu quelle est la puissance de la Corée du Nord. Aujourd'hui, la Corée du Nord ne serait pas capable d'envahir la Corée du Sud ou d'avoir une force d'attaque vraiment importante. J'avais créé des jeux de simulation d'un conflit en Corée du Nord en 2005, qui devait se situer en 2005, pour m'amuser, hein, c'était un loisir, et comme je suis un peu... j'aime bien être précis, j'avais vraiment mis en place tout l'armement disponible avec différentes stratégies, différentes tactiques, différentes options et différents scénarios. Mais ce qui est certain, c'est que les États-Unis auraient une option d'une attaque préventive. Alors, j'ai écrit avec mon co-auteur, hein, dans NRBC, il y a un chapitre qui explique au lecteur de ce livre, dans le cadre d'attaques nucléaires même,
que les États-Unis ont toujours eu, en réalité, une stratégie de première frappe, c'est-à-dire que les États-Unis n'étaient aucunement dans une option de défense, ils étaient dans une option de guerre préventive ou simplement de guerre d'agression depuis le début de leur stratégie d'armes nucléaires. Et donc on peut très bien imaginer que les États-Unis, alors le scénario le plus probable, c'est que c'est un déploiement de force pour montrer la détermination et la force de la nouvelle administration face également au déploiement et au discours de la Corée du Nord. Mais que se passerait-il si un conflit devait apparaître? Alors on peut imaginer que les États-Unis lancent une attaque surprise avec essentiellement des missiles de croisière, avec quelques bombardements ciblés, et donc pour cela, c'est vrai que les F-18 basés sur le porte-avions américain, ou les porte-avions, peut-être qu'il y en a plusieurs, la presse a parlé d'un seul, les autres il y en a un autre qui est dans le Pacifique, mais on ne sait pas s'il est dans le Pacifique près des États-Unis, près de la côte des États-Unis, vers Hawaï, qui garde une très grande base à Pearl Harbor, ou s'il est en direction du Japon ou de la Corée. Et donc les F-18 ont une capacité d'envoyer des bombes assez précises, des PVOE, donc bref, ce sont des grandes bombes qui peuvent avoir 500 ou une tonne, et donc qui sont très performantes pour détruire des cibles enterrées, des cibles bunkérisées, généralement des centres de commandement ou de communication. Et donc on peut très bien imaginer que les États-Unis prennent le pari de lancer une frappe de missiles de croisière, de missiles à précision, les fameuses frappes chirurgicales, qui ne sont pas très chirurgicales, mais enfin qui permettent tout de même de toucher relativement précisément des cibles, avec des bombes lancées par des F-18, donc soit des F-18 des Marines, donc des bases que j'ai citées tout à l'heure, soit de l'aviation, d'autres bases du Japon ou de Corée, et bien sûr du porte-avions. Et on peut imaginer également des tirs de missiles à tête nucléaire sur les installations les plus importantes, qui sont essentiellement les silos de lancement des missiles potentiellement à tête nucléaire de la Corée du Nord. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc justement utiliser ces nouvelles bombes américaines extrêmement perforantes, et en plus avec une tête nucléaire, qui permettent de rentrer très profondément parce qu'il faut savoir que les Coréens ont construit des bases à l'intérieur de montagnes, donc dans du granit, au-delà de dizaines et des dizaines de mètres de profondeur de roches, et donc ça c'est très très difficile de pénétrer, donc il faut des bombes extrêmement pénétrantes, et en plus avec des têtes extrêmement explosives, donc des têtes nucléaires très pointues, très précises, avec pas une grosse puissance, mais une grosse précision, qui pourrait effondrer ou détruire ces silos souterrains. C'est pas évident, même avec des bombes nucléaires. On en sait quelque chose en Suisse, on en a fait plein au cours de la guerre froide. Donc on peut imaginer que voilà, ça c'est typiquement une de ces cibles que utiliseraient les États-Unis pour une attaque préventive. Il y a ensuite également les cibles, disons, qu'on appelle de décapitation, c'est-à-dire qu'on a une technique, on a une stratégie dans le jargon militaire de décapiter le commandement ennemi. Et là, en Corée du Nord, ce n'est pas simplement les centres de communication et de commandement, c'est le commandement politique, c'est-à-dire vraiment le gouvernement de Kim Jong-un et de son cercle rapproché de décideurs. Donc là aussi, c'est pas évident parce qu'il faut savoir en temps réel où il se trouve et en plus avoir la capacité de le toucher s'il se trouve dans des endroits protégés, parce que les Coréens du Nord, ils n'ont pas des grandes technologies, mais ils ont probablement des systèmes d'alerte également, peut-être pas contre des missiles balistiques intercontinentaux qui pourraient arriver extrêmement rapidement et depuis les États-Unis, mais voilà, alors on peut imaginer une attaque surprise américaine qui causerait alors évidemment pas mal de remous politiques, puisque les partenaires commerciaux et fournisseurs de matériel que sont la Russie et la Chine, eh bien, auraient sans doute quelques problèmes avec une attaque massive contre la Corée du Nord, bien que de plus en plus la Corée du Nord soit un petit peu isolée, enfin c'est très complexe, hein. J'interviewerai, j'espère, bientôt l'auteur d'un livre très intéressant qui analyse de manière assez intéressante la situation actuelle en Corée du Nord. Mais surtout, le problème, c'est que quand bien même cela devait réussir, cela n'exclut pas que de manière spontanée, sans nécessairement l'ordre explicite
du chef des forces armées et du pays, de Corée du Nord, la République populaire de Corée du Nord, eh bien, ça n'exclut pas que les forces armées aient un plan, en cas de décapitation ou en cas d'attaque, de déclencher une attaque sur la Corée du Sud et sur d'autres cibles par le biais de missiles ou de... Bon, la marine de Corée du Nord, elle n'a pas vraiment de capacité offensive, mais enfin, par des attaques commando en tout cas, pour détruire le maximum des forces coréennes et américaines en Corée du Sud, de causer le maximum de dommages sur les villes proches de la frontière, notamment Séoul, de lancer quelques missiles sur les bases militaires ou les villes du Japon, et qui sait si dans ces missiles il y a des missiles à tête chimique, bactériologique, j'y crois pas, c'est quand même très compliqué, mais enfin, ou peut-être tech nucléaire, même petite. Alors les dommages ne seraient pas gigantesques par des attaques nucléaires, mais enfin psychologiquement, imaginez que Séoul ou Tokyo se prennent une bombe nucléaire nord-coréenne. Donc là, il y aurait un contre-coup, d'une part contre la Corée du Nord, mais aussi surtout contre les États-Unis qui ont déclenché le truc. Donc c'est très risqué de faire ce genre d'attaque. C'est pour ça que je pense que c'est improbable. Cela dit, si cela devait arriver, ce serait un choc dans l'histoire et ce serait un choc aussi important qu'a été la guerre du Golfe ou le 11 septembre. Euh, et cela pourrait complètement euh, faire basculer la situation en Asie. Une situation qui est quand même assez tendue. Il y a pas mal de conflits larvés entre la Chine et ses voisins sur les îles de la mer de Chine. Bon, ça s'appelle la mer de Chine en même temps, hein. Il y a aujourd'hui les Philippines qui sont en train de, en tout cas verbalement, sortir de leur soumission aux États-Unis. Il y a le Japon qui se remilitarise fortement, notamment dans sa marine. La Chine et le Japon sont en conflit sur certaines îles. Enfin, c'est une situation qui est, sans être tendue au niveau de 1914 ou 1939, est quand même tendue. Et il faut savoir que la Deuxième Guerre mondiale a aussi démarré en Asie en 1933. Donc, pour ceux qui connaissent mal l'histoire. Mais enfin, ce n'est pas un bon signe. Alors peut-être que les États-Unis ou le complexe militaire-industriel, comme on l'appelle, cherche absolument une guerre et qu'elle se dit finalement on pourrait faire une guerre à bon compte et si on fait une attaque vraiment massive et très efficace, plus avec tous les systèmes de brouillage et tous les systèmes d'interception, nous pourrions peut-être avoir très peu de dommages, d'autant que ce seront des dommages sur le Japon et la Corée du Sud. Mais enfin, limiter les dégâts en faisant une attaque énorme. Et en plus, le fait d'ouvrir, de pouvoir conquérir au bout d'un moment, parce que la Corée du Nord ne pourrait pas tenir longtemps, de conquérir la Corée du Nord permettrait voilà, un nouveau marché qui s'ouvre, comme l'Allemagne de l'Est l'a été, comme l'Europe de l'Est en général, ou la Russie à un moment l'a été. Et d'autant qu'il y a ces terres rares à récupérer. Donc, on ne sait pas ce qui se passe comme tractation avec la Chine, on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses. Néanmoins, c'est une situation qui est intéressante. Alors, est-ce que ça peut avoir un impact pour nous autres qui nous préparons? Alors, si vous habitez en Corée du Sud, franchement, faites super gaffe. C'est le moment de prendre des vacances dans le sud du pays. C'est le moment peut-être d'aller à la mer. C'est le moment de peut-être pas être à Séoul et ou alors à Séoul, de préparer tout ce que j'explique, tout ce qu'on explique dans ce livre en termes de préparatifs en cas d'attaque chimique, en cas d'attaque nucléaire, et puis simplement en cas d'attaque classique, en cas de bombe, vaut mieux plutôt avoir un abri à la cave dans un immeuble ou dans sa maison, plutôt que de rester dans le grenier, parce que c'est là où on va se la prendre en premier. Bref, plaisanterie à part, voilà. Alors évidemment, pour le reste du monde, évidemment, l'impact n'a pas lieu d'être. Quand bien même une bombe nucléaire serait détonée sur Séoul, l'impact radiologique serait infime dans le reste du monde. Euh, et simplement, il y aurait un impact économique. Il faut savoir que la Corée, comme je l'explique dans la vidéo que j'ai mise ici en dessous, c'est un pays très important au niveau de la production de composantes électroniques, de la composante de puces, et de plein de produits et d'éléments de mécanique et électronique qui font partie de l'assemblage d'un grand nombre de,
de produits de consommation qui vont des bagnoles à l'électronique blanche, donc machine à laver, etc. Donc les grands Zabatsu, non, Shaibol, pardon, Zabatsu c'est au Japon, les Shaibol, ces grands conglomérats d'entreprises en Corée ont tous leur siège à Séoul, ont pas mal d'usines dans le coin, et donc forcément une disruption de ce pays, une destruction partielle même de ce pays, aurait des conséquences très longues, très loin, je veux dire, plutôt dans l'économie interconnectée mondiale. Donc, je ne pense pas que c'est ce qui déclencherait un effondrement global, mais enfin, ce serait un élément d'esthèse-visiteur supplémentaire dans le bordel qu'il y a déjà maintenant. Et, euh, et, donc, tout ça pour dire que, voilà, ça peut servir, potentiellement, il y a un risque. Moi, franchement, j'espère qu'il n'arrive rien, j'espère qu'il n'arrivera rien aux Coréens du Nord, je pense qu'ils vivent une vie assez difficile comme ça, ils n'ont pas besoin d'être en plus bombardés par leur ennemi héréditaire, du moins c'est comme ça qu'ils sont éduqués depuis longtemps. Je veux dire, les Japonais, les Américains, de leur point de vue, les ont attaqués, les ont bombardés depuis 60 ans, même les Japonais depuis une centaine d'années, même plus qu'une centaine d'années, 1905. Donc là-dessus, voilà, il y a un facteur risque important à maîtriser, à comprendre. Renseignez-vous sur Wikipédia, vous trouvez pas mal d'informations assez basiques mais suffisantes pour comprendre quel est le risque d'une conflagration entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc encore une fois, si ça se trouve, il ne se passera rien. Si ça se trouve, il y aura c'est peut-être comme ce qui s'est passé en Syrie, peut-être que les États-Unis feront une attaque sur la Corée du Nord, vont détruire 3 camions et un centre de météorologie sans intérêt. La Corée du Nord était au courant, la Chine était au courant, ils se sont mis d'accord de ensuite répondre par un petit barrage d'artillerie sur une île quelconque, de faire un exercice militaire, et puis que ça s'arrête. Simplement comme ça, les États-Unis ont montré que voilà, nous on est toujours là. Les Coréens du Nord, ils ont montré qu'ils ont pu tenir. La Chine a montré qu'elle peut faire toujours une intercession diplomatique entre les pays. Et tout le monde est content et il ne se passe rien. Ça aussi, c'est un scénario possible. Donc, impossible pour moi de le savoir. Je ne suis pas devin, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais enfin, c'est des scénarios à voir. Donc, encore une fois, pour nous en Europe, on a d'autres chats à fouetter. On est en train d'être envahi euh, sous l'ordre de nos dirigeants traîtres européens, traîtres aux peuples européens. Mais enfin, voilà, on n'a pas ce problème-là. Donc, continuons, préparez-vous. Et un de ces jours, j'aimerais bien aller en Corée. Allez, à bientôt.